Nous allons entendre les témoignages d'Idlet et de Pierre-Alain Cook, tous deux nés en Algérie. Après une formation d'infirmière pour elle et d'agriculture pour lui, ils se sont installés à la mission méthodiste anglaise de Menat, dans les Aurès. Cette mission avait été fondée par Charles Cook, le père de Pierre-Alain. Une mission qui respectait les croyances. Il n'était pas question pour Charles de faire du prosélytisme. La règle était de témoigner par l'exemple, et ce, en parfaite cohérence avec les accords conclus à Alger en 1830, dans le respect du culte musulman. Idlet et Pierre-Alain y ont vécu la guerre, une sale guerre qui refusait même de dire son nom. Ils ont aussi vécu les débuts de l'indépendance, des périodes très riches du point de vue humain. Et nous nous laisserons simplement porter par leurs souvenirs, sans forcément chercher une quelconque chronologie. L'Algérie, c'est d'abord, c'est parce que je suis né là-bas. Je suis né à Batna. L'Algérie, c'est toute ma vie. J'y suis née, je ne suis pas morte, mais j'y suis née. À partir de 1938, on est monté à Menat, on s'est installé à Menat, et là, j'ai été à l'école de Menat avec mon frère Daniel, et on a été avec 80 berbères à l'école. Nous, on était les deux seuls Européens de la classe. Menat, c'est quand même un très gros village, puisqu'il y avait 2000 habitants. En 1938, on s'est installé à Menat, la North Africa Mission, et papa a ouvert donc cette maison où il faisait des réunions, il traduisait l'évangile de Jean avec le caïd d'Aris, il y avait le dispensaire. Je suis partie à l'école infirmière avec l'intention de rentrer dans une mission en revenant. À Menat, papa a toujours été pour témoigner qu'il était chrétien. Donc j'ai toujours été avec cette lignée qui était témoigner, mais surtout pas d'essayer de convertir. Montrer qu'on avait une religion et qu'on vivait avec cette religion qu'on n'avait pas à cacher. Et on faisait Noël, c'est tout ce qu'on faisait. Sinon, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de prêche, pas de... Ils savaient qu'on était chrétiens et on en discutait avec certains hommes, mais on leur prêchait pas, on prêchait pas, quoi. Donc je pense actuellement, je dirais, on n'aurait pas pu avoir ces discussions-là, parce que je crois que à ce moment-là, la guerre d'Algérie n'était pas la guerre de religion. C'était la guerre de terrain qui voulait avoir l'Algérie indépendante, mais je pense que c'est pas au niveau du témoignage. Je pense qu'on a toujours pu dialoguer, ce qui ne serait pas le cas maintenant. Après, en 1958, quand je me suis mariée, je suis allée à Menat. Le matin, je recevais à la mission, je recevais une centaine de femmes et d'enfants. Et puis, j'allais l'après-midi dans les gourbis, dans le village, dans les villages. J'allais pas loin parce qu'on n'avait pas le droit de sortir du village. J'allais dans le village soigner les malades qui me demandaient. En 1955, on a vu petit à petit se dégrader, c'est-à-dire que dans la famille Chaouia, il y avait des frères qui étaient un au maquis, un avec les goumiers ou les harkis. Nous n'avons pas eu de relation avec les rebelles. On restait la famille, la maison de la paix, où on essayait même de ne pas avoir trop d'informations. Eh bien, c'est des cas de conscience très, très difficiles, hein. On était vraiment coincés parce que, d'abord, ça a duré, puisqu'on est quand même resté 7 ans de guerre avec cette position, et que je sais, en tout cas, je peux l'affirmer, que finalement, c'est mes copains de classe qui nous ont jamais agressés.
Et ils ont, je crois, compris aussi qu'on était piégés par rapport à l'armée, puisque on avait des positions que ne comprenait pas finalement l'armée. Moi, je ne les connaissais pas bien parce que j'arrivais juste, mais Pierre Alain, c'était des copains à lui qui étaient au maquis. Quand il venait taper à la porte la nuit, c'était des copains qui venaient discuter. Les copains sont restés les copains, et il faut savoir que sur Menat, il y a eu à peu près 120 qui ont été tués par l'armée française quand ils étaient au maquis, et qu'il y a eu aussi à peu près 150 personnes égorgées par les Félagas. Je veux dire qu'un village de 2000 habitants où il y a ce pourcentage énorme de personnes tuées, et surtout des jeunes, cela faisait très mal. Moi, j'avais pas de problème, j'avais pas d'ennui, j'avais pas de problème, j'ai pas eu de Félagas qui sont venus se faire soigner. J'aurais été obligée de le faire, j'aurais fait, mais je me disais, est-ce que ce sont des amis, est-ce que ce sont des ennemis? Parce qu'il y avait les amis qui venaient, les amis de Pierre Alain qui venaient, ils discutaient un petit peu, puis ils repartaient. On était pris entre deux, quoi. On ne savait pas trop ce qu'il fallait qu'on fasse. Est-ce qu'il fallait prévenir l'armée? Est-ce qu'il fallait se taire? Et quelquefois, on a été pris de court par cette position. Qu'est-ce que toi tu ressens de ton attitude? Et je ressens qu'on a, je crois, joué bien le rôle de cette maison, et je crois que les Chaouillans ont compris notre position comme les militaires. C'est vrai que mes copains, j'avais des copains en France, mais je crois que mes vrais copains, c'était mes copains de classe de Chaouillans. Non, il n'y avait pas de docteur. Il y avait un docteur chez les militaires, mais je ne m'en occupais pas. Et c'est tout, c'est moi qui faisais le médecin, quoi. Elle venait plutôt chez moi que chez les militaires. Elle préférait venir chez moi, parce que j'étais une femme, quoi. Et donc tu faisais tout? Tu faisais la médecine? Oui, je faisais tout. Tu faisais des ordonnances? Je faisais les ordonnances, je faisais le docteur, je faisais la coucheuse. Je n'avais jamais fait d'accouchement, mais j'ai fait des accouchements. Mais alors, faire des accouchements dans les gourbis, c'était pas trop facile. Tu ramassais des gosses par terre, sur la terre. Hein. Parce qu'elles accouchaient debout et on ramassait le gosse sur la terre. D'accord. Et ouais, les médicaments, ça partait pas ailleurs? Ah ben oui, ça, je l'ai su après. Ça, je l'ai su après. On m'a dit que je ravitaillais le maquis. Mais elle me disait, j'ai mal à l'estomac, je leur donnais du comprimé pour l'estomac, parce que je n'allais pas leur dire de venir tous les matins chercher un comprimé pour l'estomac. Alors elle partait au maquis. Mais ça, je l'ai su qu'après. En 1955, ils ont décidé de mettre en plus un deuxième poste, c'était le mien, pour s'occuper spécialement de toute la partie agricole. On voulait essayer que le jardin de la station soit un jardin modèle et un jardin d'expérimentation pour améliorer finalement les fruits, surtout, pas tellement les légumes, mais surtout les fruits et surtout l'abricotier. J'étais là-bas, comme on me disait toujours, artisan missionnaire. J'avais un titre d'artisan missionnaire. Qu'est-ce que fait l'artisan missionnaire dans les différentes missions? Moi, mon but, c'était effectivement pas le rôle de pasteur missionnaire, mais bien d'aider dans tout ce qui est social. Et pendant 2 ans, 3 ans, ça a été surtout à refaire les murs en terrasse pour pouvoir planter des nouvelles variétés que je recevais de France ou même d'Alger, des nouvelles variétés. Mon but, c'était d'améliorer surtout l'abricotier, donc d'essayer d'avoir des abricots greffés, des abricotiers greffés. Je suis arrivé à faire quelquefois jusqu'à 1500 greffes dans le jardin avec des abricotiers sauvages. Et bien sûr, j'étais entouré par un certain nombre de Chaouillans qui repartaient dans leur jardin et essayaient de faire la même chose sur leurs petits abricotiers sauvages. Et
je suis allé aussi dans les jardins, dans les différents jardins à Menat pour greffer. Mais pendant la guerre, c'était difficile aussi pour évacuer tous ces abricots. Et c'était surtout, je dirais, les riches Chaouia qui avaient le magasin, le camion, et qui achetaient les abricots à tous les petits paysans, et ces abricots partaient sur Alger. Mon souci, c'était d'essayer de créer une coopérative pour qu'on puisse finalement mettre en boîte ces abricots, ce qui a été fait au niveau de la station d'abord, et puis j'ai ouvert un petit peu à l'extérieur pour que certains, là ils étaient 5 ou 6, à me donner la récolte pour qu'on puisse y travailler, préparer les boîtes, etc., en sachant qu'on n'avait pas l'électricité et qu'il a fallu, avec des moteurs, essayer de faire pour le sertissage de ces boîtes, etc. Donc ça a été un boulot énorme. C'était le travail. C'était par le travail, par notre exemple, ils voyaient ce que c'était que des chrétiens, quoi. De 62 à 68, au moment de l'indépendance, on a continué sur la station. Alors je voulais quand même souligner qu'on a eu deux périodes. Il y a eu une période juste après l'indépendance. Les missions étaient reconnues, acceptées. Il ne fallait pas en faire trop, mais on a énormément travaillé à ce moment-là pour subvenir. Il y a eu le comité chrétien de service en Algérie, qui était avec les catholiques et les protestants. Tout ce qui s'est passé sur les aides qu'on pouvait apporter dans les villages, et surtout les mechtas, enfin, ou les petits villages, les hameaux, qui étaient autour de Menat. Ces gens voulaient retourner dans leur village, mais qui étaient des villages qui étaient complètement détruits, et il fallait reconstruire tout ça, refaire des pistes. Et je dirais c'est là où j'ai presque le plus travaillé, en essayant de construire des pistes avec 100 et 150 ouvriers, payés avec ce que je recevais comme vêtements, comme huile, farine, etc. Je payais les ouvriers, et Chaouia me disait c'est très bien parce que chaque fois je n'accepte pas qu'on me donne quelque chose sans échange. Et je me rappellerai toujours de ces chaussures à aiguilles que je recevais pour les femmes dans les Aurès, quand les femmes marchaient pieds nus ou en sandales. À part que Chaouia m'avait dit une fois, mais c'est très bien, je prends ces chaussures, je vais les mettre à ma femme, elle marchera dans le jardin et je pourrai planter les fèves derrière. Alors bon, et comme je dirais encore une autre chose, ça a été les soutiens-gorge. J'avais reçu plus de 1000 kilos de soutien-gorge, mais c'est le lendemain qu'on a vu arriver les garçons qui avaient coupé le soutien-gorge en deux et qui s'en servaient de bonnet. Donc c'est vrai que entre les donateurs, qui étaient généreux, et nous sur place, on n'avait pas ce lien quand on sait le prix des transports, le prix on était quand même un peu comme aussi les médicaments. Je veux dire, quand on recevait au mois de août des médicaments qui étaient des suppositoires ou des choses comme ça en pleine chaleur, et qu'on ouvrait les paquets qui étaient ruisselants, on perdait vraiment, on n'avait plus les médicaments et on ne pouvait pas non plus, on avait payé le transport. Parce que j'avais pas assez de médicaments. J'en recevais bien un peu de l'église d'Alger qui m'envoyait quelquefois des médicaments, mais j'en avais pas suffisamment. Alors il fallait bien qu'elles en achètent à la pharmacie. Et en général, ils avaient un peu d'argent, ils achetaient les médicaments à la pharmacie. Seulement, il fallait une ordonnance. Et ils acceptaient mon ordonnance. Parce que, même si je n'étais pas médecin, les pharmaciens, quand ils voyaient ma coupe, ils donnaient le médicament, même si c'était un truc avec ordonnance.
ils disaient rien, ils acceptaient très bien mon diagnostic et mes ordonnances, hein, parce que quand elles étaient... Des fois, il fallait qu'elles aillent à Batna et qu'elles voient un médecin, mais ils disaient qu'ils m'avaient vu, mais c'était... Il n'y avait pas de problème. Jamais eu d'histoire avec les médecins de Batna. Hein. Et avec le pharmacien? Et avec les pharmaciens non plus. Ils ont toujours donné ce que je disais. Et ils ont toujours... C'est vrai qu'à partir de 68, on a effectivement décidé de rentrer en France. Ça, rentrer en France, ça n'a été pas facile. Ça a été dur parce que Pierre Ladur est resté, il ne voulait pas quitter la mission, tant de Suzanne restait. Moi, j'étais tiraillée par mes gosses qui étaient en France, qui n'allaient pas bien. Alors, non, mais il a fallu partir quand même. Quoi. On serait bien resté. Hein. Et je suis retourné, quand je suis retourné plusieurs années après, 17 ans après, j'ai été reçu comme vraiment, comme si j'avais été toujours vécu ici, enfin, toujours vécu à Menat. Tu es un enfant du pays. Un enfant du pays. Le témoignage est quelque chose de très important. On peut témoigner, il faut témoigner à fond, ce qu'on croit, ce qu'on vit. Et surtout ne pas regretter certaines choses qu'on aurait pu. Et c'est surtout ce cas de conscience que j'ai toujours eu là, pendant toute la guerre d'Algérie, c'était très long. C'est ce qui m'a beaucoup fait réfléchir aussi. Alors est-ce que c'était parce qu'on était bien connus, parce qu'on faisait du bien, mais quand je suis arrivé en France et que je rencontrais les gens, c'était plus ce que j'ai vécu là-bas, il y avait une certaine amitié où on était beaucoup plus... Au chaud? Oui, plus... au chaud, oui, parce qu'on avait aussi la température. Mais vraiment, je ne regrette pas toutes ces années, en sachant que pendant 5 ans, je n'ai pas eu de salaire. J'ai été bénévole pendant toutes ces années. Et que finalement, les 2 dernières années, les 3 dernières années, j'ai pu bénéficier d'un petit salaire algérien. Et j'ai maintenant une petite retraite d'Algérie, grâce à ces 3 ans ou 4 ans que j'ai passé en Algérie en étant payé. Je venais de me marier, j'avais des petits-enfants, j'étais dans la campagne, je sortais de la ville, je sortais d'Alger, j'avais passé 8 ans à Alger. Moi, la ville, je ne supporte pas. Et j'étais contente de mon travail, j'étais très contente à Alger aussi parce que j'étais chef de service, j'avais 33 enfants et 10 ou 12 personnes sous mes ordres. Vraiment, à l'hôpital, c'était un travail que j'adorais. Mais à Menat, c'était autre chose. Je dis c'était la liberté, on était prisonniers, mais c'était la liberté quand même, quoi. Il y avait du soleil, il faisait bon, c'était beau, et le travail était intéressant, il y avait du contact avec les gens, c'était vraiment un plaisir, quoi, vraiment.